Bonsoir à tous. Voilà, le vin est tiré et je pense que je n'ai pas le choix, je vais devoir le boire jusqu'à la lie. Alors, la question est la suivante, faut-il héroïser les rebelles qui sont très à la mode actuellement? Je précise tout de suite que ceci n'est pas une conférence, ni même une réflexion en soi, mais une série d'interrogations liées à l'actualité, ainsi qu'à la lecture d'un article de Jean-François Kahn, publié par Le Soir il y a un mois. L'essentiel de l'article pouvait se résumer en quelques points de vue, notamment le fait qu'il existe des rebelles positifs et des rebelles négatifs, et que finalement l'état rebelle n'est pas une vertu en soi, mais bien un état psychologique qui prédispose à savoir sortir des clous, pour le meilleur ou pour le pire, ou pour rien du tout, ou plus exactement pour la jouissance existentielle de sortir des clous. En précisant que cette sortie est à géométrie variable en fonction des circonstances, de sa propre histoire et de son âge, on ne refera pas mai 68 avec des retraités. En ces temps de confusion, de doute, de décisions ressenties comme contradictoires, voire arbitraires, la tentation est grande de s'interroger et de s'opposer surtout quand les règles logiques de la communication sont bafouées jusqu'au ridicule. Et voici que face à ces contingences nouvelles, semblant surgir des temps obscurs que l'on croyait révolus, la tentation est grande d'entrer en rébellion. C'est d'autant plus vrai pour les jeunes générations, transformées en victimes sacrificielles d'un rituel insensé dont ils ne détiennent ni le mécanisme, ni la finalité, ni les limites. Avoir 20 ans en 2020, quel programme! D'une façon plus générale, plus intergénérationnelle, le ressenti est d'autant plus intense qu'il se développe dans une société qui a fait de l'individu un roi, mais un roi dépouillé de son royaume. On en vient à rêver aux rebelles, non pas ceux à la petite semaine qui défilent pour une question de masque ou s'égarent dans les délires complotistes fleurissant sur les réseaux sociaux. Non, mais par l'élargissement du propos, on ira plutôt vers ceux qui font ou défont l'histoire, qui s'opposent aux dictats, qui déraillent en se raillant de la fatalité, qui sortent des clous, non pas pour céder à quelques délires existentiels et narcissiques, mais pour rendre le monde meilleur. Enfin, en principe, car le pire émerge parfois des meilleures intentions. Mais pourquoi cette tendance à magnifier le rebelle? Sans doute répond-elle, à une aspiration refoulée. Ce serait ainsi une réponse à un vide, à une absence, à la part de soi usée par le temps, à l'érosion du sens critique. On associe volontiers à la notion de rebelle une vision romantique du héros partant seul contre tous. Il est vrai que pour ma génération, l'image du rebelle, donc celui qui s'oppose à la société, à l'ordre moral, à la famille, avait été élaborée et cultivée par le cinéma américain à travers des acteurs comme Marlon Brando, James Dean et Dennis Hopper. Leur jeu d'acteur dans l'esprit de l'acteur studio a amené le spectateur à s'identifier au personnage. Plus tard, le cinéma français a suivi une démarche comparable avec la Nouvelle Vague, qui est une rébellion esthétique avant toute chose, et ces rebelles s'affirmant en tant que tels. On pense évidemment à Jean-Luc Godard et à deux films emblématiques, À bout de souffle en 1960, Pierrot le Fou en 1965, et dans lesquels Belmondo joue aux rebelles de service non pas dans une approche psychologique fine, voire tragique, mais dans une série de situations décalées, invitant le spectateur à la distanciation. C'est une approche intellectuelle soutenue par de nombreuses références culturelles. Godard, on aime ou on n'aime pas. Le cinéma se faisait, et sans oublier sa misogynie qui parfois se manifeste d'une façon assez abrupte. Mais voilà, le cinéma se faisait annonciateur de rupture,
et mai 68 se profilait à l'horizon d'une nouvelle modernité. Du côté des femmes rebelles, et je le mets entre guillemets, il faut attendre le trentenaire Thelma et Louise pour enfin découvrir d'autres ruptures. Film culte pour beaucoup de féministes, il a dérangé au départ quand on y découvre une femme au foyer qui s'ennuie et une serveuse délaissée par son amant qui prennent la route, le vieux road movie à l'américaine, et par le jeu de la fatalité tue au passage un violeur se prenant pour un homme. Que l'homme se rebelle, ça va de soi, et ça fait partie de l'inconscient collectif, qui ne connaît pas Spartacus, si possible avec Kirk Douglas dans le rôle. Mais si les femmes s'y mettent, c'est la fin de la société. Restons-en là. Il y a des rebelles qui arrangent et des rebelles qui dérangent, évidemment les femmes dans le cas présent. Mais les pages de l'histoire se sont retournées sur elles-mêmes et la société a évolué. Et désormais, on balance du porc pour le meilleur et pour le pire. Mais l'essentiel à ce stade étant de toute façon de le balancer. Comme on disait lors des croisades, Dieu reconnaîtra les siens. Le cinéma nous a aussi servi des personnages de rebelles négatifs tels que Lacombe-Lucien de Louis Malle au début des années 60. Cet adolescent refusé par la résistance à cause de son jeune âge finit par basculer du côté de la Gestapo. Partant de l'article de Jean-François Kahn, on pense aux rebelles qui se sont retrouvés dans les sections d'assaut du mouvement nazi, les fameux SA, dont on sait le rôle qu'ils jouaient dans la montée du nazisme avec leur méthode terroriste extrêmement donc violente. Ce n'est pas par hasard qu'ils furent liquidés, du moins les dirigeants, la fameuse nuit des longs couteaux. Une fois établi, le nazisme ne pouvait s'encombrer de ces rebelles décidément perturbants. La série belgo-israélienne No Man's Land, qui passe actuellement sur Arte, montre bien que les choix idéologiques simplistes trouvent souvent leur origine dans des situations d'injustice vécues, de frustration, amenant à se rebeller contre une société ressentie comme injuste. Le réalisateur israélien refuse le manichéisme et l'on ressent non pas de la sympathie pour les djihadistes venus d'Europe, mais une forme de quasi-empathie pour ces paumés qui ont trouvé une cause donnant du sens à leur vie. Quittons le monde de la fiction pour en venir à l'histoire. Je pense à Charles de Gaulle, dont on a commémoré le cinquantenaire de sa mort, ici en novembre. De nature, et surtout par culture, ce catholique social et royaliste n'était certainement pas un rebelle. On ne fait d'ailleurs pas une carrière militaire en étant un rebelle. Mais il s'est rapidement révélé comme un anticonformiste. C'est proche, mais c'est pas la même chose. Disons que l'anticonformiste développe une pensée plus ou moins décalée par rapport à la norme, mais sans opposition frontale. C'est souvent le cas des artistes qui sont à la fois dans le système et à côté. On pourrait dire qu'ils suivent des voies parallèles en jouant sur la marge, avec de fameuses contradictions parfois. Pour revenir au grand homme dont il est question, grand homme, façon de parler, son anticonformisme s'exprime très vite, notamment lorsqu'il écrit, alors qu'il est encore officier subalterne, capitaine donc, que les décisions d'ordre militaire relèvent du gouvernement et non des états-majors. Il rejoignait ainsi la pensée de Clémenceau, la guerre est une chose trop sérieuse pour la confier à des militaires. Fallait oser. Mais en juin 40, l'anticonformiste se transforme en rebelle, dans le sens plein du terme, puisqu'il s'oppose radicalement aux décisions politiques et prend l'avion pour l'Angleterre. C'est donc un acte de désertion augmenté de haute trahison. On connaît la suite, et quand l'ancien rebelle d'un moment sera confronté à un quatuor de généraux rebelles en Algérie, il avait appelé avec mépris d'ailleurs un carteron de généraux, puis aux rebelles, entre guillemets, de mai 68, le moindre qu'on puisse dire, c'est qu'il en prendra pour son grade.
rebelle un jour, mais rebelle pas toujours. Et si Donald Trump, qui nous fait rire et grincer des dents tout à la fois, était un rebelle à sa façon, pas très politiquement correct. Mais, car pour sortir des clous, pour ruer dans les brancards, il est difficile de trouver mieux. En tout cas, c'est un anticonformisme parfaitement conforme à son propre personnage. Que de questions qui restent souvent sans réponse, sinon sous forme d'hypothèses. Ne pas juger trop vite. On pense à ces rebelles ambigus, fonctionnant en noir et blanc, comme ce Madonna dont on parle tant. J'ai failli dire Madonna d'ailleurs, je voulais dire Maradona. Je croyais d'ailleurs que c'était un coureur automobile. À l'éclairage de la pandémie Covid, dont on n'a pas fini d'entendre parler, et quand on voit l'œuvre menée par celles et ceux qui étaient et sont en première ligne, n'est-il pas temps de rompre avec le fantasme du rebelle héroïque pour saluer et mettre en exergue ceux qui ne se rebellent pas, qui restent dans les clous et agissent en pleine conformité, j'ai envie de dire en plein conformisme, avec les exigences de leur métier. Je pense à cette armée silencieuse de soignants qui tous les jours sont confrontés aux mêmes gestes répétitifs et stéréotypés, embarqués dans un cercle vicieux semblant sorti de l'enfer. Et les enseignants, obligés de garder leur masque, curieuse façon de communiquer, et les services publics, et les métiers incompatibles avec le télétravail. En bref, ceux et celles qui constituent le ciment de l'édifice sociétal, qui à l'image de ce matériau n'est pas visible, alors qu'il est indispensable à la tenue de l'ensemble. Et selon la formule consacrée, je dirais, j'ai terminé.